Bien, bienvenue à toutes et à tous sur la plateforme, votre plateforme Taki Academy, qui vous propose aujourd'hui une séance gratuite, offerte, destinée aux élèves des quatrièmes lettres, donc, et en matière de français, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on vous propose un devoir, donc, contenant les trois rubriques, à savoir l'étude de texte, euh, étude de texte avec la compréhension et la langue, ensuite l'exercice de l'essai. Donc, on va découvrir ensemble le texte, n'est-ce pas? Et on va essayer ensemble de reconnaître le thème, de rattacher le texte au thème. Et j'espère que vous pourriez en effet rattacher le texte déjà au thème auquel il est justement lié. Bien, mais allez-y. Donc, on va commencer d'abord avec la lecture du texte. Année 1920. Keilan vient d'être marié, sans le connaître, à un jeune Chinois qui revient d'Europe. Il a oublié la loi de ses ancêtres. Il ne respecte ni les coutumes ni les rites. Dans ce texte, la jeune mariée se confie à son ami. Vous savez que depuis 500 ans, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement. Ils ont tous vécu, paisibles et dignes, confiants dans leur propre droiture. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé, conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables devaient me ressembler. Si j'entendais bien, bienvenue à toutes et à tous sur votre plateforme Taki Academy qui vous propose aujourd'hui une séance de révision destinée aux élèves de quatrième lettre et qui consiste en un devoir, n'est-ce pas, avec les deux grandes parties, une partie pour l'étude de texte et une partie pour l'essai. Donc, on va commencer directement par découvrir le texte que je vous propose aujourd'hui. Donc, on va commencer d'abord par une première lecture découverte du texte. Année 1920, Keilan vient d'être marié sans le connaître à un jeune Chinois qui revient d'Europe. Il a oublié la loi de ses ancêtres. Il ne respecte ni les coutumes ni les rites. Dans ce texte, la jeune mariée se confie à une amie, à son amie. Vous savez que depuis 500 ans, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement. Ils ont tous vécu, paisibles et dignes, confiants dans leur propre droiture. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé, conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter d'être autrement, être autrement. Sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables devaient me ressembler. Si j'entendais dire faiblement, comme de très loin, par derrière les murs de la cour, qu'il existait des femmes différentes de moi, qui allaient et venaient librement, à la façon des hommes, je n'en faisais aucun cas. Je marchais, comme on me l'enseignait, dans les voies approuvées par mes ancêtres. Aucun contact du dehors ne me parvenait. Je ne désirais rien. Mais à présent, le jour est venu où je considère
avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Je cherche comment je pourrais les imiter. Non pas, ma sœur, pour moi-même, mais à cause de mon mari. Donc, après cette première lecture, découverte, familiarisation avec le texte, nous allons en faire une deuxième, mais qui serait cette fois-ci une lecture repérage, pendant laquelle on va repérer les éléments clés dans le texte. Quels seraient ces éléments clés? Donc, pour justement pour voir ces éléments clés, il faut d'abord que vous compreniez ce que l'on attend de vous, c'est-à-dire l'objectif de l'exercice de l'étude de texte. Quand on vous propose l'exercice de l'étude de texte, qu'est-ce que l'on attend de vous le jour de l'examen? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'activité étude de texte? L'étude de texte consiste à rendre compte par écrit de votre compréhension du texte. C'est-à-dire que vous allez montrer que vous avez compris le texte et vous allez par la suite rendre compte de votre compréhension par écrit, c'est-à-dire en répondant à des questions de compréhension. Maintenant, cela veut dire quoi comprendre un texte? Et qu'est-ce que vous allez comprendre dans le texte? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'attend pas de vous une lecture linéaire du texte. C'est-à-dire que pour comprendre un texte, vous n'êtes pas appelé, on n'attend pas de vous que vous compreniez, par exemple, tous les sens des mots existants dans le texte. Ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire. Il s'agit donc d'une compréhension globale du texte. Donc, en étude de texte, vous allez rendre compte par écrit de votre compréhension du texte. C'est-à-dire que vous allez montrer à votre correcteur que vous avez bien compris le texte qui vous est proposé. Maintenant, justement, pour faire cette compréhension globale du texte, il y a des éléments clés que l'on peut repérer dans le texte et dans tous les textes dans tous les textes sur lesquels vous pouvez tomber, n'est-ce pas? Quels sont ces éléments clés? Par exemple, comprendre un texte globalement consiste entre autres à en dégager le thème. Et là, pour dégager le thème, qu'est-ce qui nous permet de le faire dans un texte? Qu'est-ce qui nous permet de dégager le thème dans un texte? C'est justement ce que l'on appelle, et vous êtes habitué à le faire maintenant, j'espère, ce que l'on appelle le champ lexical dominant dans le texte. Si on réobserve le texte, on va dégager un lexique, un vocabulaire en rapport avec une idée qui domine le texte. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut relever comme champ lexical dominant dans le texte? On peut relever des mots qui ne sont pas ou bien des mots qui se répètent, des mots répétés, ou bien des mots qui vont renvoyer à chaque fois à la même idée et qui seront récurrents dans le texte. Par exemple, donc je vais relire le texte et en relisant, en faisant cette deuxième lecture du texte, je vais procéder à mon repérage d'éléments clés. Donc, vous savez que depuis 500 ans, donc déjà, on est inscrit dans une durée temporelle, dans une époque temporelle. Donc, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement. Ils ont tous vécu paisibles et dignes, confiants dans leur propre droiture. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé
conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables devaient me ressembler. Si j'entendais dire faiblement, de très loin, par derrière les murs de la cour, qu'il existait des femmes différentes de moi, qui allaient y venaient librement, à la façon des hommes, je n'en faisais aucun cas. Je marchais comme on me l'enseignait, donc dans les voies approuvées par mes ancêtres. Donc là, on remarque la répétition du mot ancêtre. Donc, on a la répétition du même mot. Ensuite, des mots qui sont liés à la même idée et on va la désigner tout à l'heure. Aucun contact du dehors ne me parvenait. Je ne désirais rien, mais à présent, le jour est venu où je considère avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Je cherche comment je pourrais les imiter, non pas ma sœur pour moi-même, mais à cause de mon mari. Donc, les éléments que l'on vient de relever en vert, que l'on vient de souligner, sont liés à l'idée de quoi? Donc, c'est l'idée du passé, donc depuis 500 ans, mes ancêtres, qui sera répété 2 fois dans le texte, antique, tradition, enseigné, voie approuvée aussi. Donc, tous ces mots forment un champ lexical qui est celui de la tradition. Donc, nous avons un champ lexical de la tradition ou bien du passé, vous pouvez l'appeler champ lexical du passé. Donc, depuis 500 ans, ancêtres, etc. Donc, tous les mots que l'on vient de souligner en vert, donc ancêtre, répété 2 fois dans le texte, tradition, etc. Mais justement, en dégageant ce champ lexical de la tradition, on remarque qu'il y a des mots qui se rattachent à une idée qui s'oppose à la tradition. À savoir, par exemple, à la ligne 3, on parle de moderne, on parle de changement. Ensuite, donc, par la suite, on va trouver à la ligne 9, par exemple, femmes différentes qui allaient et venaient librement à la façon des hommes. Je ne désirais rien, mais à présent, regardez, tout à l'heure, on parlait du passé, depuis 500 ans, c'est déjà, donc déjà on est classé dans une époque passée. Ce passé va être opposé à un autre moment dans le texte, à présent, qui renvoie au présent. Donc, déjà, on remarque une opposition. Et bien sûr, sans doute, vous avez sans doute remarqué le mais qui précède et qui marque une opposition dans le texte, opposition qui distingue, qui fait que le texte se divise en 2 moments. On a un premier moment et on a un deuxième. Le premier moment est lié au passé, alors que le deuxième est lié au présent. Donc, continuons notre repérage des éléments, des mots ou bien des termes qui renvoient à l'idée de la modernité. Donc, on a à présent, ensuite, créature étrange, femme moderne, donc femme différente, femme moderne. Je cherche comment je pourrais les imiter, non pas ma sœur pour moi-même, mais à cause de mon mari. Et donc là, qu'est-ce qu'on relève? On relève un deuxième champ lexical qui justement s'oppose au premier et qui est un champ lexical
de la modernité. Très bien. Maintenant, si on va revenir au champ lexical de la tradition et que l'on va essayer de voir de plus près quel lexique, quel vocabulaire est-ce qu'on a rattaché à l'idée de la tradition dans le texte. Donc, on va revenir à la première partie du texte et on va repérer le type du vocabulaire employé. S'agit-il d'abord d'un vocabulaire dénoté ou d'un vocabulaire connoté? Maintenant, si le vocabulaire est connoté, est-il connoté de manière péjorative ou au contraire de manière améliorative? Donc, pour revenir à la tradition, vous savez que depuis 500 ans, mes ancêtres révérer, cela veut dire respecter, ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes, auguste, cela veut dire noble, respectueux, honorable, majestueux, sacré, ne s'est montré moderne ou avide de changement. Ils ont tous vécu paisibles, c'est-à-dire en paix, dignes, avec dignité, confiants dans leur propre droiture, c'était des gens droits, honnêtes. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables devaient me ressembler. Si j'entendais dire faiblement, comme de très loin, par derrière les murs de la cour, qu'il existait des femmes différentes de moi, qui allaient et venaient librement, à la façon des hommes, je n'en faisais aucun cas, etc. Donc, on remarque que le vocabulaire qui se rattache à l'idée de la tradition est un vocabulaire amélioratif. Et donc, nous sommes d'ores et déjà dans une logique de valorisation de la tradition. N'est-ce pas? Donc, maintenant, on va passer, comme nous l'avons fait avec le champ lexical de la tradition, on va revenir au lexique, pardon, à l'idée de la modernité. Et on va voir à quel genre de vocabulaire l'idée de la modernité est-elle rattachée dans le texte. Donc, on va justement, on va relire, parce qu'il faut à chaque fois relire. Chauffe-eau. Je tiens à vous faire une remarque, parce que d'habitude, quand on vous a toujours dit que pour comprendre un texte, il faut le lire plusieurs fois. Je suis tout à fait d'accord, sauf que si on va se contenter de faire des lectures automatiques, si vous voulez, machinales, sans réflexion, sans repérage, mes lectures ne serviront pas à grand-chose. Pour que la lecture vous serve vraiment, pour que le nombre de lectures que vous allez faire du texte vous soit vraiment bénéfique, il faut justement que ce soit des lectures actives, c'est-à-dire il faut que ce soit des lectures pendant lesquelles vous allez procéder à un repérage qui va vous servir tout à l'heure quand vous allez répondre justement aux questions de compréhension. Donc, on revient à l'idée de la modernité et on va voir à quel genre de vocabulaire est-ce qu'elle est liée. Donc, vous savez que depuis 500 ans, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement. Donc, l'idée de la modernité, quand elle est évoquée,
Elle est liée à quelle forme de phrase? J'espère que vous l'avez remarqué. Donc, aucune qui exprime la négation. Aucune ne s'est montrée. Et retenez-le bien, à chaque fois que vous avez une négation dans le texte, on est en train d'exprimer quelque chose de négatif. Donc, on continue. Donc, ils ont tous vécu paisibles et dignes, confiants dans leur propre droiture. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé, conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables devaient me ressembler. Si j'entendais dire faiblement, comme de très loin, par derrière les murs de la cour, qu'il existait des femmes différentes de moi, qui allaient et venaient librement à la façon des hommes, je n'en faisais aucun cas. Je marchais comme on me l'enseignait, dans les voies approuvées par mes ancêtres. Aucun contact du dehors ne me parvenait. Je ne désirais rien. Mais à présent, le jour est venu où je considère avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Je cherche comment je pourrais les imiter, non pas, ma sœur, pour moi-même, mais à cause de mon mari. Donc, avec cela, avec la négation, on va relever des mots comme étrange, qui ont un sens plus ou moins négatif, bizarre, voilà, mais c'est surtout la négation. Donc, ce champ lexical de la modernité, il est lié à la négation, à une négation récurrente dans le texte et qui est une négation souvent absolue, aucun, rien. Et donc, cette négation, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un rejet catégorique. Donc, on va dire un rejet total. Hein? Un rejet total de quoi? De la modernité. D'accord? Donc, maintenant, je peux considérer qu'on a compris, que j'ai compris mon texte de manière globale, c'est-à-dire, cela veut dire quoi? Je répète, comprendre un texte globalement. Cela veut dire d'abord réussir à le rattacher à un thème. Et là, il est clair que c'est le thème de l'appel de la modernité, n'est-ce pas? Où il est question de tradition et de modernité qui sont dans une logique d'opposition. D'accord? Maintenant, je peux passer aux questions de compréhension justement pour essayer d'y répondre à la lumière de la compréhension globale que je viens de faire de mon texte. Première question, qu'est-ce qui montre dans l'attitude de la jeune femme qu'elle appréciait son mode de vie traditionnel avant le mariage? Donc, avant de commencer à répondre à la question, il faut d'abord que je comprenne ma question. Il faut d'abord que je m'assure que j'ai bien compris ma question. La première chose à faire est de préciser le type d'interrogation que j'ai ici. Qu'est-ce qui montre dans l'attitude de la jeune femme qu'elle appréciait son mode de vie traditionnel avant le mariage? Vous savez que quand on parle de questions, donc la question est une interrogation, n'est-ce pas? Qui peut être ou bien partielle ou bien totale. Le plus facile serait de commencer par définir la totale qui demande une réponse affirmative ou négative.
Est-ce le cas dans notre question? Est-ce que je peux répondre à cette question par une réponse affirmative ou négative? Non, parce que justement, l'outil d'interrogation, c'est qu'est-ce que? Qu'est-ce qui montre? Je vais répondre en précisant ce qui montre. Donc, voilà. Donc, il s'agit d'une interrogation partielle. Sur quoi est-ce qu'on m'interroge dans cette interrogation partielle? Donc, on m'interroge sur l'attitude de la jeune femme. Qu'est-ce que je veux dire par attitude? L'attitude, c'est la position. C'est le point de vue. Que pense-t-elle de la tradition? Ce qu'elle pense, pardon, de la tradition. Donc, on nous dit déjà dans la question que dans l'attitude de la jeune femme, on relève une appréciation de son mode de vie. On remarque qu'elle apprécie son mode de vie traditionnel avant le mariage. Donc, qu'est-ce qui le montre dans le texte? Je reviens à mon texte et je délimite le passage qui contient ma réponse déjà. Donc, bien entendu, nous avons déjà, la moitié du travail est déjà prête pour vous dire l'importance de cette première phase de lecture, compréhension globale du texte avant de passer aux questions. Nous avons déjà, lors de cette lecture, délimité le texte en deux grands moments. Donc, il y a le moment qui précède le mariage et qui renvoie à la tradition, etc. Et il y a le moment qui suit le mariage et qui est lié à la modernité. Donc, pour relever l'attitude du personnage, de la femme, de la jeune mariée avant le mariage concernant son mode de vie traditionnel, bien entendu, on va puiser notre réponse dans le premier moment du texte, dans le premier passage qui marque le premier moment du texte. Et donc, vous savez que depuis 500 ans, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Aucune de ces augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement. Donc, déjà tout à l'heure, quand on a repéré les éléments clés dans le texte, on a relevé un vocabulaire mélioratif. Et le vocabulaire mélioratif, qu'est-ce qu'il a pourquoi est-ce que il est employé? Il est employé pour justement caractériser les ancêtres de la jeune femme. Et donc là, on remarque que la jeune femme emploie des termes. Donc, la première chose qui rend compte, ou bien le premier détail qui rend compte de l'attitude valorisante, appréciative de la jeune femme du passé, de la tradition, c'est justement qu'elle parle de ses ancêtres en termes élogieux. Donc, l'emploi ou bien le recours, l'emploi de termes élogieux, c'est-à-dire positifs, mélioratifs, pour parler, pour désigner les ancêtres, pour caractériser, pour caractériser les ancêtres. Ensuite, donc, les termes élogieux sont référés, auguste, paisible, digne, confiant, droiture, honoré. Donc, ensuite, deuxième indice, deuxième détail qui montre que
l'attitude de la jeune femme est une attitude appréciative vis-à-vis de la tradition. Donc, c'est ainsi que mes parents m'ont élevé conformément aux traditions honorées. Donc, l'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Donc, voilà le deuxième indice. Donc, le premier indice, c'est les termes élogieux désignant les ancêtres. Deuxième indice, c'est que la jeune femme n'a eu jamais l'idée de changer de mode de vie. L'idée ne me serait jamais, là aussi, regardez la négation qu'on a relevée tout à l'heure, et où on relève aussi une hyperbole. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Donc, deuxième détail qui rend compte de l'appréciation, c'est le fait qu'elle n'a jamais eu l'idée de changer de mode de vie. Ensuite, sans y réfléchir, il me semblait que tous les gens véritables, et là, remarquez avec moi, arrêtez-vous un peu sur cet adjectif véritable, parce que dire que tous les gens véritables devaient me ressembler, cela veut dire que tous les gens qui auraient choisi un autre chemin que celui de la tradition ne seraient pas des gens véritables, ne seraient pas des gens authentiques. Donc, considérer le troisième indice, c'est le fait de considérer que son mode de vie est un modèle à suivre et qui devrait être adopté par les autres. Donc, tous les gens devaient me ressembler. Et donc là, on relève 3 détails qui rendent compte ou bien qui montrent que, justement, qui montrent, donc 3 détails qui montrent que la jeune femme apprécie le mode de vie, apprécié avant son mariage, justement, son mode de vie traditionnel. Là, on va rédiger ensemble la réponse à notre première question de compréhension. Donc, on va revenir à la question, justement, donc, première question de compréhension. Dans l'attitude de la jeune femme, plusieurs points montrent qu'elle appréciait son mode de vie traditionnel. Avant le mariage, bien sûr, il faut donc être précis. On remarque d'abord qu'elle évoque ses ancêtres, qu'elle évoque ses ancêtres en termes élogieux. Les termes élogieux sont ce que l'on a appelé tout à l'heure le vocabulaire mélioratif. Donc, termes élogieux qui montrent qu'elle apprécie
leurs multiples qualités, les multiples qualités de ses ancêtres, à savoir donc leurs multiples qualités: paisible, digne, confiant, auguste, etc. Donc, voilà le premier détail qui montre cette attitude d'appréciation. Donc, de même, le deuxième détail, on va avancer le deuxième détail. Elle affirme ne jamais, donc, elle affirme ne jamais avoir souhaité ni même eu l'idée de donc vivre autrement. Et là, on cite le texte. Et qu'elle tenait à suivre le modèle de ses aïeuls et on cite le texte conformément aux traditions honorées, donc conformément aux traditions honorées. Troisième détail qui montre cette appréciation, donc de plus, son attachement excessif à la tradition l'empêche même d'imaginer l'existence d'un autre mode de vie différent du sien, qu'on devrait prendre comme exemple à suivre. Voilà, donc on a répondu à la première question. On va passer à la deuxième. Donc, après son mariage, donc deuxième question. Après son mariage, la jeune femme cherche à imiter les femmes modernes. Donc déjà, euh, on remarque qu'il y a un changement d'attitude. Au début, dans la première
partie du texte, dans le premier moment du texte, on a remarqué et on vient de relever un attachement excessif de la jeune femme à la tradition et au modèle de ses ancêtres et au mode de vie de ses ancêtres avant le mariage. Sauf que, après le mariage, la jeune femme elle-même, déjà à la fin du texte, déclare la volonté ou bien le désir d'imiter les femmes modernes. Mais à présent, et regardez ce mais qui exprime, on va essayer de déterminer la valeur de mais. Donc, mais à présent, le jour est venu où je considère avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Rappelez-vous, tout à l'heure, les femmes modernes, les femmes différentes d'elles, qui allaient et venaient librement à la façon des hommes, elles n'en faisaient aucun cas. Hein. Elles n'étaient pas intéressées par eux, par elles, pardon. Mais après le mariage, elle va changer d'attitude. Je cherche comment je pourrais les imiter, faire comme elles, c'est-à-dire. Donc, c'est elle-même qui l'affirme. Après son mariage, la jeune femme cherche à imiter les femmes modernes. Quelle raison avance-t-elle pour justifier cette attitude nouvelle, ce changement d'attitude, d'un rejet total de la tradition vers un désir d'imiter les femmes modernes. Donc, quand on nous demande la raison, c'est-à-dire, on nous interroge sur la cause. Quelle est la cause de ce changement d'attitude chez la jeune femme après le mariage? Petit b, ensuite, relever et expliquer un procédé qui rend compte de l'attitude paradoxale de la jeune femme. Et là, je vais m'arrêter un peu sur cette question, sur les procédés qui, généralement, souvent, posent problème à plusieurs élèves. Si vous ne voulez pas que cette question vous pose problème, il faut que vous compreniez un certain nombre de points. D'abord, n'oubliez jamais que la question sur les procédés d'écriture est avant tout une question de compréhension. Donc, la question sur les procédés, d'écriture est d'abord une question de compréhension. Je m'en ai à question de compréhension. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans une question de compréhension normale, entre guillemets, hein, si on va considérer que la question sur les procédés est une question qui sort de l'ordinaire. Donc, qui a une spécificité. C'est une question qui a une spécificité, mais qui a beaucoup de ressemblances avec la question de compréhension habituelle, si vous voulez, qui ne porte pas sur les procédés d'écriture. Dans une question de compréhension où il n'y a pas question de procédé d'écriture, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? D'abord, une question de compréhension en général est une question qui porte sur une idée importante dans le texte. Une question de compréhension. C'est une question qui porte sur une idée importante dans le texte. Voilà ce que c'est qu'une question de compréhension en général. Ben, dans une question normale, entre guillemets, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de répondre à la question. Donc, vous allez répondre en vous appuyant sur quoi?
en s'appuyant sur des indices textuels. N'est-ce pas? Ces indices textuels, ou bien vous allez les reformuler, donc vous allez les reformuler, et parfois quand on va vous demander de justifier, vous allez les employer pour justifier vos réponses. N'est-ce pas? La même chose se passe avec la question sur les procédés d'écriture. C'est-à-dire que vous allez d'abord dégager l'idée sur laquelle on vous interroge. Comme c'est l'exemple dans cette question, on vous interroge sur la cause du changement de l'attitude du personnage, de l'attitude de la jeune femme. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne à mon texte, je reviens à mon texte, je délimite le passage qui contient la réponse. في الكستيون تاع البروسيدي شنو باش نعمل؟ Au lieu de citer le texte comme justification, qu'est-ce que je vais faire? Dans le même passage, après avoir dégagé la cause, comme c'est le cas ici, je vais, dans le même passage, chercher le procédé employé par l'auteur pour justement mettre en valeur cette cause. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la question sur les procédés d'écriture, il ne s'agit pas de citer n'importe quel procédé. Il faut que le procédé réponde à la question. Il faut que le procédé soit en rapport avec l'idée sur laquelle on vous interroge dans la question. Donc, j'espère que cela a été clair. Et on retourne à notre question. Donc, quelles raisons avance-t-elle pour justifier cette attitude ou bien ce changement d'attitude? Je reviens à mon texte et je délimite le passage qui contient la réponse. Et donc, il s'agit de celui-là. Mais à présent, le jour est venu où je considère avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Tout à l'heure, elles n'en faisaient aucun cas, ces femmes modernes. Maintenant, aujourd'hui, elles les considèrent avec ardeur. Ces créatures étranges, ces femmes modernes, je cherche comment je pourrais les imiter. Non pas pour moi-même, ma sœur, mais à cause de mon mari. Qu'est-ce qu'on relève dans la dernière phrase? Dans la question, on m'interroge sur la cause, sur la raison. Je reviens à mon texte et dans le passage qui contient la réponse, justement, je retrouve un outil qui sert à exprimer la cause. Vous en avez deux. À la ligne 15, vous en avez deux. Vous avez deux outils qui expriment la cause. Donc, vous avez pour et vous avez à cause de. Qu'est-ce qu'on vous a appris en grammaire? Quand on vous a enseigné l'expression de la cause, on vous a précisé que à cause de, il y a des outils qui expriment une cause positive et il y a des outils qui expriment une cause négative. Là, on en a deux. Donc, pour moi-même, pour, c'est en faveur de, alors que à cause de exprime une cause négative. À cause de qui? À cause de son mari. Que vient faire son mari là-dedans? Quand je reviens
à l'introduction, à la partie qui introduit le texte. Qu'est-ce que je retrouve comme détail qui va m'aider à la compréhension? Keulan vient d'être marié sans le connaître à un jeune Chinois qui revient d'Europe. Il a oublié la loi de ses ancêtres. Il ne respecte ni les coutumes ni les rites. Et donc là, déjà, on apprend que le mari, si la jeune femme est fière de ses traditions, de son mode de vie traditionnel, si elle s'y plaît, ça n'est pas le cas de son mari qui, lui, a vécu en Occident, qui a fini par rejeter tout ce qui a un lien avec la tradition. Et donc, pourquoi après le mariage, cette jeune femme va changer d'attitude? C'est justement à cause de son mari. Voilà. Donc, on va rédiger la réponse à la première partie de ma question, le petit a. Donc, deuxième question de compréhension. Après son mariage, la jeune femme exprime soudain, parce que c'est un changement brutal, soudain, donc exprime soudain le désir d'imiter les femmes modernes. Alors que, rappelez-vous au début, ce qu'elle disait, il ne m'était jamais venu à l'esprit de vivre autrement. Donc, les femmes modernes, pour justifier, et on justifie en avançant une cause. Donc, pour justifier cette attitude nouvelle, virgule, elle explique à son ami qu'elle le fait pousser par le désir de plaire à son mari, dont les goûts seraient plutôt modernistes, comme on nous l'apprend dans le préambule du texte. Donc, plutôt moderniste. Et là, on va citer à cause de mon mari. Mais justement, là, on doit s'arrêter un moment à cette citation du texte. À cause de, on vient de voir que cela exprime une cause négative, parce que la jeune femme aurait pu dire pour mon mari, je l'ai fait pour mon mari, mais elle a précisé que c'était à cause de son mari. Donc, pour elle, est-ce qu'elle est contente de ce changement d'attitude? Veut-elle, désire-t-elle imiter les femmes modernes
de son plein gré? Désire-t-elle le faire parce qu'elle aime le faire? Non, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous le dit? Ce qui nous le dit, c'est le fait qu'elle a employé un outil de cause qui exprime une cause négative. Cela veut dire qu'elle n'est pas contente de le faire, mais elle se sent quelque part obligée de le faire, non pas obligée par son mari peut-être, mais c'est justement cette éducation traditionnelle qu'elle a reçue et dans laquelle on inculque aux femmes, on apprend aux femmes la soumission à leur mari, on leur fait comprendre qu'il y va de leur devoir de faire le bonheur de leur mari, même à leur dépens, c'est-à-dire même si elles seraient malheureuses à cause de cela. L'essentiel est de justement rendre son mari heureux. Voilà l'éducation que reçoit une jeune fille dans un milieu traditionnel. Et donc, le fait que la jeune femme, pardon, cède finalement et accepte d'imiter les femmes modernes serait une sorte de concession de sa part, serait une sorte de, je ne sais pas, peut-être une preuve d'amour supplémentaire pour son mari, mais de toute façon, même si c'est une preuve d'amour, elle n'en est pas contente au fin fond d'elle-même. Et là, on passe au petit b, relever et expliquer un procédé d'écriture qui rend compte de l'attitude paradoxale de la jeune femme. Bien sûr, comme je vous l'ai tout à l'heure dit, c'est que le procédé d'écriture, je dois le puiser dans le même passage qui contient la réponse. Et là, nous avons dans le texte tout à l'heure, où est-ce qu'on a trouvé la réponse? Nous l'avons trouvée dans la dernière partie de la phrase. Pardon, dans la dernière phrase du texte plutôt. Je cherche comment je pourrais les imiter. Non pas, ma sœur, pour moi-même, mais à cause de mon mari. Qu'est-ce qu'on relève dans cette phrase? On relève d'abord une forme emphatique, une double emphase. D'abord, on a détaché la négation non pas, qui exprime à son tour une cause niée, donc non pas cause niée. La cause niée sera accentuée par la confirmation d'une autre cause, non pas pour moi-même, mais à cause de mon mari. Donc, ce mais, qu'est-ce qu'il exprime en fin de compte? Quel rapport logique ce mais exprime-t-il? Vous avez une jeune femme qui se plaît dans la tradition, mais qui cède plein gré, malgré, au désir de son mari de ressembler aux femmes modernes. Donc, ce mais serait l'expression d'un rapport de concession. Mais le mot concession, justement, ne renvoie pas seulement au rapport grammatical. Donc, la concession est un rapport logique que vous avez étudié en grammaire.
n'est-ce pas? Mais si on ouvre le dictionnaire, on va trouver un autre sens du mot concession. La concession, c'est l'arrangement, c'est l'accommodement, c'est le compromis, c'est le renoncement. Et là, justement, on va s'arrêter au renoncement. La jeune femme va renoncer à ses propres désirs. Elle va renoncer à son identité. Elle va renoncer à son authenticité qu'elle apprécie tellement, dans laquelle elle se sent très bien uniquement pour les beaux yeux de son mari, pour plaire à son mari. Et donc là, on relève dans cette attitude une certaine opposition qui touche le paradoxe, parce que les deux choses ne collent pas ensemble. Quand vous savez que quelqu'un se plaît dans le mode de vie traditionnel, quand vous savez qu'il préfère vivre au passé et que soudain, vous allez trouver qu'il va balancer dans le monde moderne, là, la cause ne va pas entraîner une conséquence logique. La conséquence, le fait de choisir finalement la modernité alors que à l'origine on se plaît dans la tradition, là nous avons un rapport de concession qui justement est là pour exprimer cette attitude paradoxale, et voilà pourquoi on vous parle de paradoxe dans la question. Donc l'attitude paradoxale où il y a une opposition, un rapport de cause qui va donner une conséquence inattendue, illogique. Parce que quand on lit le texte, la première partie du texte, avec toutes les deux hyperboles qu'elle a employées, l'idée ne me serait jamais venue de souhaiter vivre autrement. Et vous en avez une autre qu'on avait relevée tout à l'heure. Donc, aucun, jamais, etc. Elle était dans un rejet catégorique, absolu, et soudain, on retrouve qu'elle va choisir, en fin de compte, malgré elle, justement, de balancer dans le monde moderne. Donc, conséquence inattendue, et donc on parle de concession. Justement, maintenant, il s'agit de relever et d'expliquer un procédé d'écriture. Là, on est tombé sur une phrase qui se prête à beaucoup d'interprétations, justement. Non seulement cela, mais que vous pouvez nommer au moins de 3 manières différentes le procédé. Dans cette phrase, vous pouvez nommer le procédé. On peut on peut identifier, au moins 3 procédés différents, 3 procédés d'écriture. Ou bien on peut parler d'antithèse, donc exprimée par mais et renforcée par l'opposition entre pour moi-même et à cause de mon mari, donc opposition, ou bien l'emphase, la double emphase, non pas pour moi-même, deuxième emphase, mais à cause de mon mari. Donc, ou bien on va parler d'antithèse, ou bien on va parler d'emphase, ou bien tout simplement, on peut évoquer deux procédés grammaticaux, ou bien le procédé de la concession,
la valeur de mais ou bien l'expression de la cause, tout simplement, l'expression de la cause négative. Toutes ces nominations pour le même exemple sont valables et vous pouvez les proposer comme réponse. Mais en fin de compte, nous sommes obligés de choisir pour rédiger notre réponse et on va se contenter de choisir un procédé. Donc, je reviens toujours de la question pour répondre, pardon, à la question pour répondre. Donc, afin de rendre compte, donc, afin de rendre compte de l'attitude paradoxale, je rappelle que, et je répète que le paradoxe, c'est le summum, si vous voulez, de l'opposition. D'accord? Quand une opposition est poussée à l'extrême. Donc, c'est surtout une concession, hein, la concession plutôt, pour ne pas pour ne pas vous pousser pardon, à confondre opposition et concession. C'est plutôt la concession. Donc, afin de rendre compte de l'attitude paradoxale de la jeune femme, virgule, l'auteur recourt à, et on va nommer le procédé, on va choisir donc à l'antithèse, par exemple, on peut relever une antithèse, hein, à l'antithèse. Donc, première étape, je nomme le procédé. Deuxième étape, je cite l'exemple dans le texte. Recours à l'antithèse, deux points. Non pas ma sœur pour moi-même, mais à cause de mon mari. Et je ferme les guillemets. Donc, à travers ce procédé, virgule, l'auteur a pour but d'attirer l'attention du lecteur sur le manque de cohérence dans l'attitude de la jeune mariée qui, d'une part, déclare sa fierté de ses origines, mais qui, d'autre part, se retrouve, ou bien, donc, d'autre part, choisit finalement
d'y renoncer rien que pour satisfaire son mari. Et voilà, on a répondu à la question. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a nommé le procédé, on a cité l'exemple et on a expliqué le procédé. Et voilà les trois éléments de réponse à la question des procédés d'écriture. Donc, on vient de terminer avec la compréhension. Langue, mes ancêtres révérés ont habité cette antique cité de l'Empire du Milieu. Donc, antique, remplacer le mot souligné par un synonyme. Donc, synonyme d'antique, c'est ancien. Donc, ancienne cité. Employer ce synonyme dans une autre phrase. Donc, je ne sais pas. Donc, on va pas de proposition. Donc, je préfère l'ancienne forme de. Je préfère. Ou bien les anciennes habitudes, par exemple. Donc, tout simplement, je préfère les anciennes habitudes. Pour la langue, si j'entendais dire qu'il existait des femmes différentes de moi, je n'en faisais aucun cas. Réécrivez la phrase en la commençant ainsi. Si j'avais entendu dire qu'il existait des femmes différentes de moi, donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire en fin de compte? On me propose l'expression de l'hypothèse par si, donc si plus imparfait, plus imparfait, d'accord? C'est l'irréel du présent. Donc, maintenant, on nous propose de transformer, de remplacer l'imparfait par un plus que parfait. Si j'avais entendu dire qu'il existait des femmes différentes de moi, donc le plus que parfait, en concordance des temps, me dicte l'emploi du conditionnel présent. Donc, si j'avais entendu du conditionnel passé, pardon, si j'avais entendu dire qu'il existait des femmes différentes de moi, je n'en aurais fait aucun cas. Voilà. On arrive à l'essai. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Pensez-vous que la tradition doit être toujours honorée? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit procéder quand nous avons un sujet d'essai comme celui-là, ou bien avec tous les sujets d'essai? La première chose, c'est de souligner les mots-clés dans le sujet et de les analyser. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés dans le sujet? C'est ainsi que mes parents, donc mon sujet d'abord se compose de deux parties, une citation et une question. Donc, concernant la citation, quel mot-clé est-ce que j'ai dans ma citation? C'est ainsi que mes parents m'ont élevé conformément aux traditions honorées. L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement. Donc,
Déjà, dans la citation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le lexique de la tradition. Donc, conformément, tradition, d'accord? Donc, avec un vocabulaire mélioratif. Donc, honorer, n'est-ce pas? Donc, voilà les remarques que je vais retenir. Donc, lexique de la tradition, plus une connotation méliorative, honorer, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes devant une valorisation des ancêtres et de la culture qui leur est donc et de la culture qui leur est associée. Revendication des racines, fierté des origines et de l'identité culturelle, civilisationnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? L'idée ne me serait jamais venue. Donc, qu'est-ce qu'on relève ici? On relève l'expression de l'hyperbole. L'hyperbole dans la citation montre quoi? Donc, l'hyperbole relevée dans la citation plus la négation ne me serait jamais venue. Donc, plus la négation montre quoi? D'abord, une valorisation excessive, que la valorisation de la tradition est excessive, exagérée, n'est-ce pas? Avec la négation, qu'est-ce qu'elle montre? Plus un rejet de quoi? De tout ce qui est un rejet, un refus catégorique de la modernité, désigné dans la citation par l'expression être autrement. Voilà. Maintenant, dans la question, pensez-vous que la tradition doit être toujours honorée? Qu'est-ce que la question montre? Dans la question, on souligne l'emploi de toujours. Toujours exprime un point de vue ou bien une position excessive, une position excessive, extrême. Quand un sujet nous propose un point de vue extrême, excessif, exagéré, il y a une nécessité, donc, d'où
la nécessité de nuancer. Donc, avec علاش يقول لكم وين نلقاو toujours on doit nuancer. Pourquoi nuancer? Parce que dans le sujet, on nous propose une prise de position excessive, exagérée. Et là, je vais m'arrêter un peu à la définition du verbe nuancer. Qu'est-ce que je veux dire par nuancer? Nuancer égale introduire une nuance. C'est-à-dire introduire une nuance, apporter une correction. معناها, je ne vais pas entrer en opposition avec la thème du sujet. Là, je vais y apporter une correction. Je vais la rectifier un peu. Donc, apporter une correction, rectifier, affiner le point de vue. Le point de vue, il est présenté de manière excessive, extrémiste dans le sujet. Et dans la prise de position nuancée, je vais l'affiner. Donc, affiner un point de vue. Ou elle a une thèse. Et c'est ça la différence entre la prise de position nuancée et la prise de position absolue. Dans la prise de position absolue, je suis dans une logique d'opposition de thèse. Une thèse qui s'oppose à une autre. Une thèse, une antithèse. Alors que dans la logique de la nuance, je suis dans la rectification, dans l'affinement, dans la correction. Voilà pourquoi je dois présenter comme plan de développement le plan du développement de la prise de position nuancée va consister à quoi d'abord? Grand 1, on va analyser la thèse du sujet en disant quoi, par exemple? Donc, il est indispensable, donc je vais aller dans le sens du sujet, de la thèse du sujet, c'est-à-dire la thèse du sujet, c'est-à-dire la valorisation de la tradition. Donc, il est certes indispensable de valoriser la tradition et de l'honorer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, parce que la tradition, qu'est-ce qu'elle représente? C'est un élément fondamental de notre identité. Élément fondamental de notre identité. Donc, il nous permet de partager des valeurs communes avec les ancêtres dont nous assurons la continuité. Que représente la tradition aussi? C'est un ensemble de repères. Ensemble de repères sûrs qui nous apportent sécurité, qui nous apportent sécurité et sûreté. Quand on passe par des moments d'hésitation dans notre vie, vous avez toujours besoin de repères fixes et solides qui nous empêchent de se perdre dans le contexte, dans un contexte qui change rapidement et de manière continue, surtout le contexte moderne. La tradition est aussi un facteur qui marque notre différence, qui marque
notre différence et nous évite d'être engloutis par la modernité. Par la modernité qui s'exprime aujourd'hui à travers la mondialisation, qui efface tout sur son chemin. Voilà comment j'analyse la thèse du sujet. Une fois j'ai analysé la thèse du sujet, je vais passer à la deuxième partie de mon développement et qui consiste justement à nuancer. Maintenant, je vais nuancer. C'est-à-dire nuancer, je vais montrer les limites de la thèse du sujet. En quoi je ne peux pas être d'accord avec la thèse du sujet. Et là, je vais exprimer un rapport de concession. Donc, rapport grammatical de concession. En disant, par exemple, donc, on avait commencé, rappelez-vous, il est certes indispensable de valoriser la tradition, cependant, mystifier, parce que c'est bien de valoriser, oui, à la valorisation, mais non à la mystification, non à la sacralisation de la tradition. Donc, mystifier la tradition, la sacraliser, la rendre sacrée, la sacraliser et la valoriser de manière excessive. Remarquez bien que cette phrase va me permettre de passer de la première partie du développement à la deuxième. C'est une phrase de transition qui va assurer le lien, le passage de l'analyse de la thèse à la nuance. Donc, de manière excessive au point de rejeter toute forme de nouveauté, eh bien, cela semble donc mystifier la tradition, la sacraliser et la valoriser de manière excessive au point de rejeter toute forme de nouveauté, semble une position, semble être une position extrême qu'il faudrait peut-être reconsidérer, revoir, réviser, remettre en question. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, se limiter à la tradition. Quand on va se limiter à la tradition, se limiter à la tradition nous empêche d'évoluer. Voilà de un. Deuxièmement, de toute manière, est-ce qu'il nous est possible d'ignorer la modernité? Ça n'est pas possible. Donc, il nous est impossible d'ignorer la modernité. Donc, comment devrons-nous procéder?
Donc, autant donc en profiter volontairement sciemment et consciemment, de manière consciente au moins. Donc, consciemment. Enfin, oui, on aime la tradition. Nos ancêtres, ils nous ont laissé une grande œuvre, n'est-ce pas? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'il n'est pas de notre devoir d'ajouter, d'agrandir l'œuvre de nos ancêtres? Si on va se limiter à la tradition, on ne va pas pouvoir le faire. On ne peut agrandir l'œuvre de nos ancêtres que si nous apportons, nous leur apportons, nous apportons à leur œuvre quelque chose de nouveau. Donc, il incombe à chacun de nous d'ajouter une pierre à l'édifice construit par nos ancêtres. Voilà. Donc, si on doit conclure, à quelle conclusion devrons-nous ou bien pourrons-nous aboutir? C'est que la tradition n'est ni à mystifier, ni à rejeter. Les hommes doivent surtout savoir en profiter, profiter de la tradition, sans tomber pour autant dans un rejet absurde, de la modernité. Absurde, cela veut dire qu'il n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens de rejeter la modernité parce que qu'on le veuille ou pas, la modernité est là, elle existe et ça n'est pas en l'ignorant ou bien en la rejetant qu'elle va disparaître, tout simplement. Bien, on arrive ainsi au terme de notre séance du cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été bénéfique. J'espère que vous en avez profité. J'ai été très contente de vous le présenter. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse poursuivre votre révision. Et je vous souhaite une bonne suite de révision, Inch'Allah couronnée de réussite et d'excellence. Merci et de votre attention et au revoir.